Donc performance et nouvelle définition de l'action de formation, quelle place pour les universités dans la mise en place des AFEST? La FEST, l'action de formation en situation de travail, est un nouveau dispositif issu de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, permettant aux entreprises de développer toutes les compétences de leurs collaborateurs. La FEST est une nouvelle façon de former, personnalisée et adaptable à tous. Ses avantages sont multiples: formation adaptée aux besoins des entreprises, innovation pédagogique, fidélisation des salariés. Nous allons évoquer les enjeux et motivations de cette méthode, les conditions de faisabilité, les différentes phases de l'ingénierie du dispositif et les étapes de la mise en œuvre ainsi que les bénéfices attendus. Ce dispositif qui voit le jour dans le cadre de la réforme de la formation sera appuyé par des opérateurs de compétences dès la rentrée prochaine, notamment auprès des entreprises de moins de 50 salariés. Pour aborder ce sujet, nous avons 4 intervenants de choix. Madame Sabrina Dougados, avocat associée au cabinet Froment-Briens, qui vous fera les propos introductifs. Madame Anne-Lise Ullmann, maître de conférence en sciences de l'éducation au CNAM, qui a participé à l'élaboration des AFEST. Madame Claire Daniel, ex-DRH chez Thales pendant 33 ans et actuellement dirigeante de CD Consulting, qui fait de l'executive coaching. Et M. Philippe De Bruyne, administrateur de France Compétences, où il préside la commission évaluation. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir à tout moment pour poser vos questions via le réseau WhatsApp. Et je vais donc passer la parole tout de suite à Madame Sabrina Dougados, qui va nous présenter les AFEST. Bonjour à tous et toutes. Alors, je vais vous présenter les AFEST, précisément le cadre juridique de l'AFEST en propos introductifs. Donc, je vais surtout essayer de ne pas être trop longue. Et donc, mon topo, c'est plutôt d'éclairer, on va dire, en 3 points ce sujet de l'AFEST. Le premier point, c'est effectivement de se dire que le contexte, d'un point de vue juridique, est particulièrement propice à la reconnaissance de l'AFEST parce que, d'une part, on est quand même dans une tendance de fond du point de vue de la loi, qui consiste à encourager massivement les entreprises à innover en matière de formation. L'objectif n'est pas tant former en tant que tel ses collaborateurs, mais bien plus d'innover, de rechercher à innover pour développer les compétences à tous les niveaux. D'ailleurs, le mot compétence transparaît largement dans cette loi, j'ai eu l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises. Donc on est dans cette tendance de fond où les entreprises, et c'est d'ailleurs ça ne résulte pas uniquement de la loi Avenir Professionnel du 5 septembre dernier, c'était déjà, cette tendance de fond était déjà bien ancrée avec notamment la précédente réforme de 2014, où les entreprises n'ont plus désormais l'obligation de justifier de leurs dépenses de formation d'un point de vue fiscal. Et donc concrètement, finalement, avec leurs fonds propres, elles vont devoir rechercher à peut-être innover davantage, former différemment, pour faire en sorte effectivement d'avoir peut-être un meilleur retour sur investissement dans ce vaste sujet qui consiste à effectivement assurer l'employabilité de leurs collaborateurs. Donc dans ce contexte-là, effectivement, on a une reconnaissance par la loi Avenir Professionnel, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, une reconnaissance des formations dites multimodales. Alors ça passe d'abord par une redéfinition légale de ce qu'est une action de formation, qui désormais est définie de la façon suivante: un parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel. On peut peut-être s'en féliciter parce que cet article de loi est rédigé d'une façon particulièrement claire et surtout très simple, puisqu'il tient en 3 phrases. Ça, c'était la première. La deuxième, c'est de nous dire que le parcours peut donner lieu à des mises en situation de travail. Donc ça renvoie effectivement à la reconnaissance légale d'une AFEST, une action de formation en situation de travail. Et puis effectivement une 3e phase pour nous dire que la formation peut être réalisée en tout ou partie à distance. Et ça, c'était pas nouveau, mais c'est évidemment la confirmation du point de vue du droit de ce que les formations peuvent être réalisées en e-learning notamment. Voilà. Alors, plus globalement, à plusieurs reprises, la loi Avenir Professionnel aborde ce sujet de l'AFEST, puisque techniquement, on le voit, d'abord, les opérateurs de compétences, désormais, ont parmi leurs missions légales la charge de devoir promouvoir les actions multimodales, que ce soit les AFEST ou les formations e-learning.
Et ensuite, on le voit aussi au travers des indicateurs qualité qui ont d'ailleurs été récemment publiés dans le cadre des textes réglementaires relatifs à la qualité des actions de formation. Alors j'y reviendrai tout à l'heure, évidemment, par rapport au positionnement des universités sur ce sujet de la FEST, puisque désormais la FEST est retranscrite au travers de plusieurs indicateurs qui permettent de mesurer la qualité des prestations de formation qui sont proposées. C'est aussi d'ailleurs les modalités de prise en charge des actions de formation reconnues par la loi comme pouvant être différenciées par les financeurs de la formation professionnelle, qui permet là aussi de reconnaître un contexte particulièrement propice au développement des AFEST, puisqu'effectivement on reconnaît que pour les financeurs paritaires, pour les financeurs plus globalement de la formation professionnelle, il puisse y avoir une prise en charge différentes, diversifiées, en fonction des modalités pédagogiques qui sont proposées. Et enfin, ce sont évidemment, on va dire sur le plan probatoire, terme un peu juridique, me direz-vous, mais enfin sur le terrain des pièces justificatives, pour pouvoir démontrer qu'on a bien réalisé une action de formation. Là aussi, on a une véritable simplification qui d'ailleurs parfois surprend un peu les acteurs, les organismes de formation et les universités, parce que c'est tellement simple, les textes sont tellement allégés, on se pose plein de questions sur finalement quelles sont les bonnes pièces justificatives à devoir produire. Évidemment, j'en dirai un mot. Mais le principe désormais légal, c'est que la formation, elle peut être démontrée par tout élément probant. Évidemment, là, on tord un peu le cou, fameuse vieille, désormais, un peu désuète parfois, feuille d'émargement. Alors, désuète peut-être, mais enfin, évidemment, quand on réalise une action de formation en présentiel, j'ai envie de vous dire, changez rien, la feuille d'émargement, c'est probablement la pièce justificative la plus simple pour permettre de démontrer qu'on a bien réalisé l'action de formation. Alors, s'agissant de la FEST, on a un cadre légal qui est précisé par un article réglementaire qui résulte évidemment de la loi professionnelle, qui a été pris par un décret d'application du 28 décembre dernier et qui nous définit finalement le séquencement d'une action de formation en situation de travail. Et le séquencement est défini par le décret, mais finalement le texte est là encore rédigé de façon relativement simple et il est très épuré. Ce qui laisse place, de mon point de vue, à une forme d'inventivité assez intéressante de la part des opérateurs et des entreprises. Ils vont pouvoir concevoir, très probablement, là, des outils, des méthodes pédagogiques les plus appropriées, compte tenu évidemment des objectifs d'acquisition de compétences. Alors, finalement, c'est quoi ce séquencement qui est posé par le texte réglementaire? Eh bien, c'est un séquencement qui est finalement chronologique. En amont, le décret nous dit qu'il faut pouvoir identifier la situation de travail afin de pouvoir potentiellement l'adapter, c'est ça l'objectif, évidemment, à des séquences pédagogiques. Évidemment, s'assurer de l'adéquation de la séquence de travail par rapport aux objectifs pédagogiques visés et s'assurer qu'évidemment cette mise en situation est bien adaptée au regard des objectifs pédagogiques visés. Toutes les situations de travail ne sont pas forcément compatibles avec une mise en situation pédagogique. Enfin, il faut pouvoir évidemment en amont également désigner un formateur, et là, de ce point de vue-là, le décret n'est pas du tout enfermant. On ne dit pas que le formateur doit être nécessairement lui-même déclaré en tant qu'organisme de formation, ni certifié, ni quoi que ce soit. C'est très ouvert, ça peut être un collaborateur de l'entreprise. Pendant l'acte en tant que tel de la FEST, eh bien, effectivement, on a une mise en situation de travail, et l'objectif, l'idée, c'est effectivement qu'elle soit articulée à des périodes dites réflexives. Là encore, élément précisé par décret. Et enfin, en aval, eh bien, des modalités d'évaluation qui permettent d'évaluer les acquis de la formation. Alors, peut-être que, voilà, compte tenu, on va dire, de mise en place de ce décor-là, de ce que nous dit le décret, le texte d'application, quelques points de vigilance par rapport à ce qui est dit, et peut-être surtout par rapport à ce que ne dit pas ni le décret ni la loi, mais qui finalement sont de façon sous-jacente, à mon sens, des points d'attention, aussi bien pour les employeurs que, évidemment, pour les universités en tant que prestataires de formation. D'abord, la FEST n'est qu'une modalité pédagogique, ce n'est pas un dispositif d'accès, et ce n'est pas davantage un dispositif qui aura une quelconque influence sur la qualification juridique du temps de formation, ni peut-être d'ailleurs de la nature de la formation. C'est pas parce qu'on fait une AFEST que c'est nécessairement du temps de travail effectif. C'est pas parce qu'on fait une AFEST que c'est forcément éligible au compte personnel de formation. C'est pas parce qu'on fait une AFEST que c'est nécessairement une formation obligatoire ou une formation non obligatoire. De ce point de vue-là, c'est parfaitement indifférent. Ce n'est qu'une modalité pédagogique, comme le sont d'ailleurs les actions de formation e-learning.
Enfin, en tout cas, c'est le point de vue du juriste. Je sais que ça réagit. La mise en situation, évidemment, ne doit pas se confondre avec une réelle situation de travail. Et ça, de ce point de vue-là, évidemment, l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que quand on est en AFEST, il faut évidemment pouvoir consacrer, même si le texte réglementaire ne le dit pas, mais ça, c'est fait partie des non-dits, mais c'est évidemment un incontournable. On a un droit à l'essai, on a un droit à l'erreur quand on est en AFEST. Et donc, la nécessité pour l'ensemble des parties prenantes, c'est de bien pouvoir séquencer et identifier les différentes phases, parce que quand on retourne sur le poste, on n'est plus en AFEST. Évidemment, là, j'ai envie de vous dire que le rapport au travail, le rapport dans l'organisation collective de travail, même dans la relation individuelle, et donc le rapport hiérarchique, là évidemment, avec l'employeur, reprend toute sa place. La phase réflexive ne doit pas se confondre avec l'évaluation des acquis. Ce sont bien deux dispositifs avec deux objectifs bien distincts. Et d'un point de vue juridique, l'idée c'est que ça se traduise, là très probablement, par des modalités de traçabilité différentes. Voilà. Alors après, le texte n'est pas du tout enfermant. Donc en fait, c'est toutes pièces probantes qui permettent de démontrer qu'on a eu des phases réflexives et puis une modalité d'évaluation des acquis. Et ce sont bien deux séquencements, deux séances, on va dire, deux séquences bien différentes. Et donc, ça suppose effectivement, en termes de traçabilité, que les pièces justificatives ne soient pas les mêmes. Exemple, mais c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout enfermant. Phase réflexive, l'idée c'est de formaliser peut-être, par exemple, évidemment par des grilles d'observation, des grilles d'évaluation qui permettent de comparer ce qui était attendu et ce qui a pu être réalisé. Tandis que les acquis, l'idée c'est au travers de cas pratiques, de QCM, d'être là sur l'évaluation des connaissances, des savoir-faire, des compétences acquises ou pas, ou en cours d'acquisition par le collaborateur. Voilà. Alors, dernier point, j'en aurais terminé sur ce point introductif, c'est sur évidemment la nécessité de conserver ces fameuses pièces probantes, parce que finalement, les textes ne sont pas enfermants sur les fameuses pièces probantes à devoir démontrer, à devoir établir. En revanche, si c'est une forme de liberté qui est laissée là aux acteurs, je réinsiste quand même sur la nécessité de conserver une traçabilité de ces éléments, de façon peut-être un peu processée dans les entreprises, mais aussi dans les organismes de formation. Pourquoi ? Parce que là, on relève là d'une obligation légale à plusieurs niveaux. Évidemment, quand il y a des prises en charge financières par un financeur de la formation professionnelle, ça va relever du contrôle de service fait de deuxième niveau que de s'assurer qu'à partir des certificats de réalisation qui ont été établis, permettent notamment aux opérateurs de compétences de financer l'action de formation, eh bien, dans le cadre d'un contrôle de deuxième niveau, il va bien falloir potentiellement, en cas de contrôle, démontrer que ces certificats de réalisation étaient établis à partir de pièces probantes. Et quand on est en AFEST, les pièces probantes, ce seront notamment la fiche de poste qu'on aura effectivement adaptée aux séquences d'AFEST, associée en fait à un faisceau de pièces, parce que c'est un ensemble de pièces qui ont vocation à démontrer qu'on est bien en AFEST, et par exemple des grilles d'observation s'agissant des phases réflexives, et voire des QCM, on va dire, quand on est sur la dernière phase en aval d'évaluation des compétences. Cette obligation de tracer et surtout de conserver les pièces justificatives, elle incombe bien des deux côtés. Côté université en tant qu'organisme de formation, en cas de contrôle, mais aussi côté employeur qui, lui, a de toute façon des obligations à rendre. Si le sujet n'est plus tant peut-être recherche d'optimisation financière auprès des financeurs, parce que ça a été évoqué tout à l'heure, potentiellement moins de financement auprès des OPCO. Il y a malgré tout, ceci dans le sujet évidemment de la prise en charge par la Caisse des dépôts dans le cadre du CPF. Mais là où je veux en venir quand même, c'est sur, de façon plus fondamentale quand même, sur l'obligation légale qui a été maintenue, mais qui a même été renforcée par la jurisprudence, qu'ont les entreprises de démontrer qu'elles ont correctement assuré l'adaptation au poste et le maintien dans l'emploi de leurs collaborateurs. Et ça, concrètement, dans les contentieux prud'homaux, aujourd'hui, il y a souvent des effets de mode. Parce que là, il se trouve que, quand même, assez souvent, les salariés plaident, quand les ruptures de contrat ne se passent pas bien, contrat de travail, plaident de façon assez récurrente l'insuffisance, voire l'absence ou le défaut de formation. Et donc, évidemment, ce qui va permettre en face à l'employeur de démontrer correctement former son collaborateur, au-delà du fait, au demeurant, de devoir justifier, devoir réaliser au moins une formation non obligatoire tous les 6 ans, puisque c'est désormais la nouvelle obligation qui résulte de la loi Avenir Professionnel,
eh bien, tout ceci fait système, on le voit bien. Hein. On a, sur le terrain de la fiscalité, on va dire, allégé les contraintes, on a désenclavé tout ça, mais par contre, du point de vue de la responsabilité sociale des entreprises, finalement, fondamentalement, on a quelque part renforcé l'exigence, et plus qu'auparavant, l'entreprise doit démontrer qu'elle est exemplaire dans le fait d'avoir finalement maintenu l'employabilité de ses collaborateurs. Et ça ne relève pas que de la responsabilité du salarié. Première table ronde, ça a été un peu évoqué. C'est pas de la responsabilité du salarié, il a son CPF, certes, c'est sa chose à lui, mais l'entreprise continue d'avoir cette obligation immanente. Hein. Quelque part, c'est l'exécution bonne foi du contrat de travail côté employeur que d'assurer l'adaptation au poste et le maintien dans l'emploi. Bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la FEST, c'est une modalité pédagogique innovante qui va potentiellement permettre aux entreprises de pouvoir, évidemment de façon adaptée, répondre à cette nouvelle exigence-là. J'ai terminé, je voulais juste pas oublier, s'agissant des universités, vous indiquer qu'il y a quand même 2 indicateurs bien spécifiques sur le décret qualité qui vous concernent tout particulièrement s'agissant des AFEST. Ces 2 indicateurs sont le numéro 25 et le numéro 28. L'indicateur 25 nous dit que le prestataire doit réaliser une veille sur les innovations, notamment pédagogiques, afin de permettre de faire évoluer évidemment son offre de formation. Puis alors l'indicateur 28, là il n'y a pas de débat, c'est clairement le sujet de la FEST, puisque pour toutes les périodes de mise en situation de travail, le prestataire doit mobiliser son réseau de partenaires pour co-construire l'ingénierie de formation et favoriser l'accueil en entreprise. Donc peut-être vraiment terminer l'introduction et vous passer le relais, plus que jamais l'université en tant que prestataire de formation qui désormais s'inscrit quand même dans ces nouveaux critères qualité, tels qu'ils ont été définis par le décret, plus que jamais a un rôle à jouer en matière d'AFEST. Merci beaucoup Madame Dougados pour cet éclairage juridique. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, madame? De votre propos que l'AFDAS conditionne la prise en charge au fait que le formateur était préalablement d'accord, certifié par un opérateur. Je réfléchis un peu. Et de comment dire, de sensibilisation, ou pas de sensibilisation d'ailleurs, de formation et de montée en compétence par rapport à la situation spécifique qu'est la FEST. Alors je ne répondrai pas là sur le sujet particulier de est-ce que l'AFDAS peut ou pas conditionner ses prises en charge. Il me semble quand même que plus globalement, et ça ne résulte pas de la loi Liens professionnels, c'était déjà le cas dans le cadre des critères qualité tels qu'ils avaient été définis par la loi de 2014, que j'ai envie de vous dire que concrètement, l'organisme de formation doit de façon permanente s'assurer que son corpus, si j'ose dire, de formateurs
a évidemment les compétences requises, et d'ailleurs que l'organisme de formation s'assure par lui-même une sorte de formation continue permanente pour faire en sorte qu'évidemment les compétences de ces formateurs soient parfaitement en adéquation par rapport évidemment aux missions et aux missions d'animation ou de conception pédagogique qui lui sont confiées. Donc, bon, c'est pas une réponse pleine et entière par rapport à votre question, mais il me semble quand même que de ce point de vue-là, l'exigence ne me paraît pas complètement inadaptée par rapport au sujet. Oui, oui, oui. Et voilà, je voulais le signaler puisqu'il va y avoir quand même des pratiques et des nécessités de former différemment ces intervenants-là. Est-ce qu'il y a une accréditation possible justement pour ces formations à faire? Est-ce qu'il existe quelque chose? Vous pouvez très bien. Alors, Nathalie Picard l'évoquait ce matin à propos de l'inventaire le répertoire spécifique, pardon, renommé, ex-inventaire. La logique, c'est que, pourquoi pas, à vous, charge aux universités de concevoir, d'envisager de concevoir une certification qui serait sur cette thématique du formateur à FEST. Enfin, j'ai envie de vous dire que tout est possible. Après, est-ce que c'est adapté, adéquat? Est-ce que vous obtiendrez l'enregistrement? Je ne me positionne pas du tout là-dessus. En tout cas, d'un point de vue juridique, il n'y a pas de condition posée par la loi sur le fait que le formateur doit être préalablement certifié, reconnu de qualité, etc. Le sujet est très ouvert. Après, dans une logique de recherche de qualité et de positionnement de votre offre, il est parfaitement envisagé de créer une certification qui s'inscrivent dans cette logique, effectivement, qui répond un peu aux exigences du répertoire spécifique, hein, compétences transversales, de finalement concevoir finalement des compétences propres de ce que serait un référent à FEST. Cette formation existe déjà, puisqu'elle est même RNCP, et c'est Marc Deneric, qui est l'ancien DRH, responsable développement des ressources humaines de SFR, qui est aujourd'hui sur ses campus, qui a été président du GARF au niveau national, qui a mis en place cette formation. Et il a formé les OPCALIA, le FORCO. Il a été à l'origine de la mise en place de cette formation avec les branches professionnelles, avec les OPCA. Donc elle existe déjà. Merci bien. Bonjour, Chiara Zembri, Université Cervelle-Pontoise. Alors moi, ce que vous dites là est fort intéressant. Moi, je me pose une question, mais qui est plus générale. On parlait hier du marketing, du comportement consommateur du salarié et de tout individu intéressé par l'information. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on est tous effectivement motivés, ambitieux dans le montage de formation, VAE, formation tout au long de la vie, etc. Maintenant, ce qui nous manque et ce qui est à terme décourageant, pour les universités, hein, c'est mon sens, c'est qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions. On monte des parcours de formation, moi, pour être honnête, hein, j'ai monté à Cergy des formations diplômantes pour des clients comme Air France, Canon, Framatome, etc. Mais ces entreprises-là, c'est avec des partenaires extérieurs. Donc des entreprises dans le consulting, de la VAE, etc. Maintenant, je n'ai pas de service marketing, je n'ai pas de force de vente, et je me trouve confrontée aujourd'hui à des partenaires fortement assis sur le marché de la formation, Cegos et j'en passe d'autres. Aujourd'hui, ce qui risque de nous démotiver tous ici, c'est qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions. On parlait hier de marketing, mais le marketing, ça suppose un coût, ça suppose un budget, ça suppose une démarche commerciale que les universités aujourd'hui ne sont pas capables de mettre en place. Pour des raisons RH, pour des raisons de budget, mais aussi par raison d'état d'esprit. Parce que le marketing, c'est avant tout un état d'esprit. Et cet état d'esprit-là, on ne l'a pas. Donc là, on parle de différents sujets, de différentes pratiques dictées par la réglementation, par plein de choses très intéressantes. Mais moi, finalement, on se voit la face parce qu'on va partir d'ici avec des pratiques, avec des choses qu'on va devoir mettre en place. Mais ce que je veux me dire là, parce qu'on arrive à l'université, comment on fait? On n'a pas le budget, on ne peut pas faire, embaucher un commercial? Mais non, c'est pas possible à l'université. Donc, finalement, donnez-nous les moyens de nos ambitions, parce qu'on a envie de bien faire. On a envie d'être compétitif, on a envie d'être les concurrents des entreprises comme Cegos, comme d'autres partenaires privés. Ça, aujourd'hui, j'ai l'impression ici, moi, de tourner en rond et de ne pas avoir finalement
les éléments nécessaires pour pouvoir bien faire, pour pouvoir travailler. Bonjour, Brigitte Pagnani de l'Université de Strasbourg. Je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit, mais pour peut-être nuancer un peu les choses. Il se trouve qu'à l'Université de Strasbourg, notre service de formation continue a une cellule marketing, justement. Donc, voilà, ça existe. Je pense que on peut l'envisager, mais effectivement, sans doute à certaines conditions. Je vais passer la parole donc maintenant à Monsieur Philippe De Bruyne, qui est administrateur de France Compétences, où il préside la commission d'évaluation. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour compléter quand même, je suis administrateur CFDT de France Compétences, je ne suis pas l'institution France Compétences. Et si j'ai été invité, c'est parce que jusqu'à l'année dernière, je présidais Paritaire, qui regroupe 3 organisations patronales, qui s'appelait le COPANEF, et qui a été partie prenante de l'expérimentation sur les actions de formation en situation de travail qui a donné lieu au changement dans le cadre légal. Et de ce point de vue-là, les textes, Sabrina Bougados a précisé, ont fait l'objet d'une véritable co-construction entre les différents acteurs de cette expérimentation. Je le précise parce que ce n'est pas le cas de l'ensemble des textes de cette loi. Et là, en l'occurrence, c'était bien une si vous me le permettez, je vais faire un petit détour quand même autour de la définition de l'action de formation, générique du terme, et puis un petit détour aussi pour dire comment j'aborde ces questions. Il faut que je tienne le micro plus proche. Donc, Sabrina l'a dit, une action de formation, une formation est définie maintenant comme un parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel. C'est extrêmement important parce que par rapport au débat qu'il y avait notamment hier sur comment on soldabilise un peu les formations existantes, là, ça pose la question de, en fait, quel est le problème à résoudre? Et donc, à quoi sert la formation? Ça remet la formation à sa bonne place, c'est un levier, mais la problématique, elle n'est pas celle-là. C'est là où je vais revenir à des temps immémoriaux, des étudiants, Poitiers en l'occurrence, et au conseil d'administration de l'université est présenté un projet de diplôme d'université, BU, sur le droit des vins et spiritueux, co-construit par la fac de droit de Poitiers et les professionnels du CODIACET. La fac de droit de Poitiers, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, à l'époque n'était pas forcément la plus médiocre des facs de droit de France, et du CODIACET n'était pas le lieu le plus agréable pour travail des vignerons. Et il y a eu, c'était extrêmement intéressant, moi ça a été un déclic extrêmement important. L'ensemble des représentants des étudiants au conseil d'administration étaient opposés, parce que c'était un diplôme et pas un diplôme d'État, et parce que l'université n'était pas à vendre. J'étais le seul à être opposé, et je pense que c'est pas totalement indifférent au fait que j'ai un jour rejoint les rangs de la CFDT. Pourquoi je dis ça? Parce que là, il n'a pas été question de vendre une formation existante déjà, mais de se dire quelle est la problématique des professionnels et comment on peut aider à résoudre la problématique sur le domaine des compétences, parce que dans l'analyse qui est à faire aussi sur la problématique des professionnels, quel qu'autre client, toutes les solutions ne sont pas forcément des solutions formation. Lorsqu'on
cherche à évaluer quelque chose et qu'on reçoit les réponses des prestataires qui souhaitent faire cette évaluation, le premier élément qu'on regarde, c'est la compréhension des termes de référence. Est-ce que le prestataire a bien compris la problématique à laquelle nous étions confrontés? Et je dis ça parce que, vous verrez le lien avec les questions des AFEST, c'est que plus généralement, et ce n'est pas qu'à la formation continue que ça se pose, l'université doit se poser la question, en fait, quel est le problème qu'on me demande de résoudre? Et si on pose la question de l'investissement de l'université dans la contribution au développement des compétences sur le marché du travail, il faut se poser cette question-là, quitte d'ailleurs à passer des partenariats, parce qu'un certain nombre de réponses à la problématique des clients, elle, n'est pas forcément une problématique que l'université peut résoudre, ou que la formation. Donc, vraiment, c'est pour ça que je voulais faire ce détour, parce que l'AFEST nous aide à poser ça mieux. Y compris, il y a eu l'expérimentation, et Craig et Sabrina, sur justement le terme de tout élément probant pour démontrer qu'il y a bien eu action de formation, c'est une conséquence directe de l'expérimentation AFEST. Et on s'est dit, une vidéo, c'est un élément probant, par exemple. Donc c'est pour ça que c'est élément et pas document, parce qu'en général, quand on dit document, pour ça sert pas et on est mort. Donc voilà. Donc c'est bien pour dire qu'il y a l'AFEST qui n'est pas un dispositif, Sabrina l'a rappelé, c'est pas un dispositif, c'est une modalité particulière, et qui peut d'ailleurs s'adjoindre à d'autres. Sur un parcours de développement des compétences, il y a plusieurs modalités pédagogiques, et il faut bien analyser en quoi l'action de formation en situation de travail est une modalité pertinente au regard de la problématique qui est posée. Et c'est là où vous devez à la fois faire un effort d'investissement, sans doute, avec les deux interventions destinées, mais qu'en même temps, ça peut aussi permettre de poser plus généralement, et pas qu'à la formation continue, des éléments de réponse à l'ensemble de l'université. Une AFEST, ça veut dire que, en fait, la situation de travail est la ressource pédagogique principale du parcours de développement des compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, y compris par rapport à la formation initiale, lorsqu'il y a des problèmes de plateau technique, avec des évolutions technologiques où l'investissement de l'université ne peut pas suivre, se poser la question d'un plateau technique intégré à une entreprise, c'est quand même pas totalement déconnant, y compris pour la formation initiale. Lorsque l'entreprise veut s'investir sur l'apprentissage, et dans un apprentissage où on n'est pas justement sur le modèle où on apprend sur les bancs de l'université et on applique en entreprise, mais où on considère que la période en entreprise est une période de développement des compétences. S'intéresser à la situation de travail comme ressource pédagogique, c'est améliorer la vision qu'on peut avoir de l'apprentissage, c'est en gros d'un apprentissage dit dialectique, un apprentissage dialogique entre les deux périodes de formation, de développement des compétences, que sont la période à l'université ou dans un autre centre de formation et la période dans l'entreprise. Et aussi, ça permet, en se posant ce genre de questions-là, de se poser quelques questions pertinentes sur la question de l'insertion professionnelle du diplôme, qu'il soit en formation initiale ou en formation continue. Parce que, une fois qu'on parle de la situation de travail, ça veut dire qu'il faut qu'on parle du travail. Et le vrai, pas celui qui est dans les livres, celui que vivent les salariés au quotidien. Ça réinterroge aussi la question de la compétence, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la question de compétence, mais la compétence sans le travail, c'est pas de la compétence. La compétence, elle est adressée, elle est en situation, elle est par rapport à une situation donnée. C'est pour ça que parfois, la distinction entre soft skills et compétences techniques, moi, elle m'interroge conceptuellement. La compétence, c'est une combinatoire entre justement des savoir-faire et des savoir-faire relationnels. Je préfère savoir-faire relationnel à savoir-être parce que ça évite des débats pas forcément très pertinents. Et donc, c'est là où, quand on est dans le travail, la question des soft skills, elle est connectée au contenu du travail qu'on a à traiter et à l'environnement de travail dans lequel on est. Donc, là où sans doute vous avez à faire un investissement, c'est quelle est votre capacité à avoir une analyse du travail pertinente, à la fois pour comprendre la notion de compétence telle qu'elle est vécue dans une situation donnée, ce qui ne sera pas forcément la même dans une autre,
et puis en même temps pour pouvoir faire un diagnostic pertinent de cette situation de travail. Est-elle propice à un développement des compétences, et dans quelles conditions, et dans ces conditions, c'est comment je l'aménage. Parce qu'on tord toujours un peu ne serait-ce que pour le droit à l'essai étayé. On tord de toute façon l'organisation du travail classique si on veut qu'elle soit apprenante. Je parle bien de question d'organisation du travail. J'entendais tout à l'heure la dimension des valeurs de l'entreprise. Et les valeurs, c'est comme l'amour, quoi. Ce qui compte, c'est les preuves. Et les preuves des valeurs, c'est l'organisation du travail. Il n'y a rien de pire pour déstructurer, et il y a quelques... vous avez tous en tête des cas, quand il y a contradiction entre les valeurs affichées et les valeurs vécues dans l'organisation du travail, c'est destructeur pour les individus et pour les collectifs. Et au final, c'est destructeur pour la production de l'entreprise. Donc, là-dessus, les valeurs, c'est bien, l'organisation du travail, c'est mieux. Et ça, il faut se coltiner cette affaire-là, parce que sinon, on a des contradictions, y compris entre ce que vous pouvez enseigner en formation continue comme formation initiale, et puis ce que vivent les formés, les diplômés à la fin du processus. Finalement, on ne m'avait pas raconté la vraie histoire. Et ce choc-là, c'est un choc, justement, où les actions de formation en situation de travail, mais d'un point de vue l'alternance, permettent d'essayer de les atténuer, de mieux les accompagner pédagogiquement. Donc, voilà moi les quelques éléments que je voulais indiquer. Je pense que là où vous pouvez apporter des choses, c'est justement sur cette notion de droit, alors droit à l'erreur. L'erreur, dans le droit du travail, c'est toujours emmerdant, donc on dit plutôt droit à l'essai étayé, mais c'est compréhensible par personne. Donc, voilà. Mais pourquoi vous pouvez contribuer à ça? Parce que vous savez mieux que personne que c'est quand on est confronté à un problème qu'on n'arrive pas à résoudre qu'on apprend. Donc c'est en tâtonnant, en essayant, en se trompant, en n'y arrivant pas, qu'on apprend. Parfois, quand on y arrive du premier coup, en fait, on n'a pas appris. C'était juste la chance du débutant. Et on le sait bien, donc la confrontation à la contradiction du réel est une source pédagogique pertinente, et ça, vous le savez par votre expérience professionnelle. Donc là-dessus, vous pouvez sans doute apporter des choses, à condition effectivement que vous rentriez dans le dur de l'analyse du travail. Bon, il y a aussi un effet marque, c'est-à-dire faire une AFES avec une université, pas de la gueule. Si c'est pertinent. Si effectivement l'équilibre économique aussi est là, parce que la rentabilité économique d'une AFES, ça fait partie de l'équation à poser. Ça serait peut-être pertinent, mais si on a une seule personne à former, alors qu'on a aménagé considérablement la situation de travail, bon, si on a une cohorte, c'est un peu... Voilà, il y a ces questions-là, tout concrètes. Alors après, dernier élément, mais ça a été indiqué un peu dans la question sur l'AFDAS, la question c'est comment on va porter ça. C'est là où il y a un débat qui n'est pas tranché aujourd'hui, parce que aujourd'hui personne ne porte. On l'avait porté dans un espèce de consortium entre les partenaires sociaux, l'État, un comité scientifique auquel participait Anne-Lise, et puis on l'a élargi aux régions. Vous avez peut-être constaté d'ailleurs, pas dans cette région parce qu'il n'y a pas de pacte régional d'investissement dans les compétences, mais dans certains pactes régionaux, les régions se sont inspirées de l'expérimentation AFES pour tenter de voir comment ça peut produire des choses sur les demandeurs d'emploi, ce qui permet à la fois de former les demandeurs d'emploi et de leur remettre le pied dans l'entreprise, ce qui est quand même un 2 en 1 qui peut être intéressant, mais c'est en cours d'expérimentation, donc on a élargi, on appelle le quadripartisme. Et aujourd'hui, il y a un vrai débat pour savoir qui va le porter. Ce sont les autres qui doivent le faire, mais effectivement, on risque d'avoir 11 AFEST. La DAS, on sait bien, a un point de vue sur la FEST. On ne conteste pas, mais c'est un point de vue. Donc là, c'est une vraie question de gouvernance qui est posée. Je fais partie de ceux qui pensent que c'est à France qu'on peut l'organiser, mais pas de l'organiser de façon descendante. De l'organiser en étant capable de cartographier toutes les expérimentations qui vont continuer à se développer. Parce que l'expérimentation, c'était un très petit nombre d'entreprises, un très petit nombre de salariés. On n'en est pas à une phase de développement. On tâtonne encore.
Et la rédaction qu'on a voulu sur le décret, il est à la fois ouvert et un peu déstabilisant. Ça ne donne pas les clés de comment on fait. Donc il va falloir accompagner, mais pas accompagner but Sirius avec une doctrine déjà construite, il va falloir construire la doctrine avec les retours d'expérimentation. Et ça, peut-être que dans des logiques d'université où vous n'êtes pas simplement formation continue, mais vous êtes formation continue dans une dimension universitaire qui fait aussi de la recherche et qui fait aussi du développement de l'apprentissage, vous pouvez avoir un regard qui accompagne ce changement qui est important. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir apporter des preuves d'amour, mais en tout cas, nous avons essayé. Y a-t-il des interventions? Donc, si vous souhaitez prendre la parole, vous levez la main et on vous apportera le micro afin que tout le monde puisse bien vous entendre. Non? Écoutez, je pense que vous avez laissé tout le monde sans voix. Écoutez, je vais passer la parole à Madame Anne-Lise Ullmann, qui est maître de conférence en sciences de l'éducation au CNAM et qui a participé à l'élaboration des AFEST. Bonjour à tous. J'ai déjà dit beaucoup de choses depuis ce matin sur les AFEST, donc je vais être un peu en redite. Deux choses, je vais peut-être parler un peu de la manière dont finalement les questions se sont posées à nous au comité scientifique et ce pourquoi finalement les textes, on a beaucoup pesé pour que les textes soient ouverts et pas trop procéduriers d'emblée, mais je dirais avec Philippe Debrine en disant que le travail est à moitié chemin et qu'il y a encore un gros travail à faire. Alors juste, je vais faire un petit rappel sur l'histoire, juste pour vous rappeler un point qui est pas anodin dans cette affaire et qui relève de la conduite de l'action publique. Et quand les premières réunions sur, on ne disait pas les AFEST, mais les FES, les formations en situation de travail, se sont mis en place avec l'ensemble des OCCA, il y a eu une sorte de vent d'opposition assez fort en disant mais c'est quoi ce truc à la fois parce que comme si on avait le temps et c'est pas notre rôle. Enfin, il y a eu une sorte d'opposition latente qui faisait remonter finalement l'histoire de la formation professionnelle, qui est une histoire construite sur un modèle séparatiste où la formation doit se faire à distance du travail en raison du contrat de subordination. Et donc, où il était très ancré dans les réflexions, dans les pratiques, dans les manières de penser, l'idée qu'il ne fallait quand même pas mélanger, d'abord ça n'avait pas de sens, ce qui était le travail, c'était l'activité productive, et la formation c'était autre chose. Donc il y a eu ce débat-là que les responsables de la DGEFP, du CNEFOP, etc., ont eu l'intelligence de prendre au sérieux en disant mais tant qu'on ne clarifiera pas ce débat, on ne pourra pas avancer sur ces questions-là. Et donc un grand moment de l'expérimentation a essayé d'y voir un peu plus clair sur finalement la frontière qu'il fallait installer entre une activité productive qui avait sa logique, ses propres objectifs, et une activité formative qui n'avait pas les mêmes logiques que l'activité productive. Il reste, je vais vous passer les débats nombreux, mais il reste que finalement, au bout de plusieurs mois d'expérimentation, ce clivage, il apparaissait plus aussi pertinent qu'avant, y compris aux acteurs qui le portaient. Et petit à petit est apparue l'idée qu'il y avait des modalités plurielles pour apprendre et que c'était ces modalités plurielles finalement que les AFEST, parce qu'à ce moment-là est née l'action de formation en situation de travail, pouvaient contribuer à développer. Donc ce que l'on a pris au sérieux, c'est qu'effectivement, quand on fait une AFEST, on n'est pas complètement dans l'activité productive, il s'agit d'apprendre, mais que pour autant, on n'est pas non plus dans un système complètement séparé du lieu de la production. Le deuxième point qui paraissait extrêmement important et qui nous semble
important de poursuivre, y compris dans les expérimentations actuelles, c'est effectivement qu'on repère que les AFEST perturbent beaucoup les manières de concevoir la formation. Elle les perturbe de plusieurs manières. Ce matin, vous l'avez dit d'une certaine façon avec les diplômes, elle les perturbe dans l'idée qu'il faut identifier des situations de travail qui ont un potentiel formatif. Alors, Philippe Debrune l'a dit tout à l'heure, toute situation de travail n'a pas un potentiel formatif. Quand on sait faire, ça n'apprend rien. Donc il faut effectivement, et là on voit bien que pour les formateurs, c'est une nouvelle compétence à acquérir, de repérer. Alors d'une part, il faut aller dans le travail, ce qui pour certains d'entre eux, c'est pas si fréquent que ça, même si la compétence nécessite d'aller dans le travail, mais une première chose à faire, c'est quoi des situations qui ont un potentiel formatif. Et puis, le deuxième point, c'est qu'il ne suffit pas de faire pour apprendre. Faire est nécessaire, mais il faut comprendre les raisonnements qui ont sous-tendu notre action. Et ça, c'est un point qui est tout à fait central, c'est-à-dire que faire, c'est apprendre à faire effectivement le travail, mais c'est comprendre les raisonnements qui sous-tendent l'action du travail que l'on a faite. Et si on dissocie cette question de la compréhension des raisonnements qui sous-tendent l'action, alors on peut qu'adhérer aux tenants des séparatistes en disant si les actions, les situations changent tout le temps, on apprend quoi? Non, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est à l'occasion de l'action du faire, de comprendre les raisonnements qui les sous-tendent, et à ce moment-là, on peut dire que la situation, c'est un objet à double face, elle nous permet d'apprendre à faire, et c'est un point important, et c'est un point auquel les entreprises sont sensibles, il faut quand même que les gens sachent faire le travail, mais elle nous apprend aussi à comprendre des raisonnements qui nous permettent du coup de les réélaborer, de les remettre en place dans d'autres situations proches ou un peu différentes ou un peu nouvelles. C'est-à-dire que c'est aussi ça sur lequel la loi insiste, c'est-à-dire que la séquence dite réflexive, c'est pas simplement une séquence pour dire qu'on a appris, c'est aussi une séquence pour comprendre les raisonnements que l'on met en œuvre, et cette compréhension des raisonnements est ce qui assure le fait que la situation relève d'une classe beaucoup plus large d'autres situations professionnelles que l'on pourra rencontrer. Autrement dit, on ne forme pas simplement à un acte précis, unique, situé, on forme à une sorte de potentialité de situation plus large, qui d'ailleurs peut conduire à revoir les référentiels, parce que finalement, on pourrait dire que des référentiels professionnels pourraient se construire sur un certain nombre de situations qui seraient importantes à maîtriser, parce qu'elles développeraient l'ensemble des activités professionnelles qui seraient à maîtriser dans une activité. L'autre point qui nous paraît extrêmement important, c'était les coopérations tout à fait nouvelles entre, finalement, formateurs, tuteurs, encadrants. Et là, on a vu qu'il y avait des configurations extrêmement différentes et que c'était justement intéressant de préserver des configurations différentes. Dans certaines expérimentations, c'est l'encadrant qui a pu conduire des phases réflexives. Dans d'autres organisations, c'était plutôt des formateurs. Dans d'autres organisations, c'était des binômes, formateurs, encadrants. Et donc, on s'aperçoit que les configurations de séquences réflexives sont très liées au mode d'organisation de ces structures et qu'il ne faut pas avoir un modèle unique, mais respecter les modes d'organisation de ces structures pour permettre ces séquences de la manière la plus profitable possible. Le troisième élément qui est apparu, et qui renvoie d'ailleurs ce matin à un débat qu'on a eu un peu ce matin, c'est que les compétences que l'on développe à cette occasion-là ne sont pas seulement des compétences individuelles d'une personne qui les porterait toute seule, mais elles sont aussi des compétences collectives, des modes de coopération collective dans lesquels on s'aperçoit finalement
qu'une des définitions de la compétence, c'est qu'elle n'est pas seulement patrimoniale, elle est aussi collective au sein d'une organisation, et qu'il y a des organisations qui développent davantage que d'autres les compétences des professionnels. C'est pour ça que regarder des situations de travail pour s'interroger sur leur potentiel formatif, et aussi regarder des organisations pour les aider à progresser dans l'accompagnement des compétences de leurs professionnels. Et ça, je crois que c'est très important de ne pas dissocier la formation des modalités d'organisation dans lesquelles elle se trouve mise. Alors après, il y a un autre point sur lequel, à distance de l'expérimentation, où finalement, dans l'expérimentation, on a beaucoup travaillé sur les situations, sur les séquences réflexives et sur les diversités de configuration, mais à distance se posent quand même les questions très importantes du modèle économique des AFEST, et pour les universités, d'interroger cette question-là. Alors, de mon point de vue, mais ça, il faudrait avoir d'autres expérimentations, c'est pour ça que moi aussi je milite pour les continuer, une AFEST est problématique d'un point de vue économique parce qu'on forme peu de personnes à une situation de travail, on forme 1 ou 2 ou 3 personnes, et en revanche, l'ingénierie des situations est lourde. Voilà. Et donc, se pose la question, et c'est vrai que le modèle économique d'une AFEST n'est pas ni évident à porter pour une université, ni d'ailleurs évident à porter pour un organisme de formation, parce que si on essaye de réfléchir au prix de journée et finalement au nombre de personnes formées, c'est assez vite fait l'opération, c'est plus simple à stage. Donc ça pose cette question-là de façon cruciale. En revanche, il y a des ouvertures qui ne me semblent pas très bien explorées et qui sont un peu à explorer, y compris pour les universités. C'est que les AFEST, elles re-questionnent finalement le lien entre le travail et la formation. Mais ce lien, on peut le re-questionner à l'occasion de nombreux dispositifs, et notamment celui de l'alternance. C'est-à-dire, dans quelle mesure, finalement, l'AFEST ne nous inviterait pas à revisiter l'alternance dans tout ce qu'on appelle les retours de stage, les fameux retours de période en entreprise, pour voir comment développer ici des choses que l'université n'avait pas pris l'habitude de développer à cause d'un modèle séparatiste. Donc du coup, il me semble que les AFEST peuvent amener à revisiter l'alternance. De même, les AFEST, elles posent la question des parcours. Et elles posent la question des parcours au sein des structures comme en dehors des structures. Et là aussi, du coup, ça pose la question de l'hybridation des modalités de formation et des modalités pédagogiques. Je pense qu'il ne faudrait pas se spécialiser en AFEST, mais qu'il y a toute une articulation à penser entre moments de présentiel, moments d'alternance, moments à distance, est aussi très important, et de voir comment finalement le formateur n'est pas quelqu'un justement maintenant doit apprendre à hybrider ces différentes manières de former pour développer des compétences. Donc je pense qu'il y a beaucoup de, on va dire de diffusion possible de l'AFEST, peut-être en dézoomant seulement sur l'AFEST. C'est-à-dire que si on veut, je pense, développer les AFEST, il faut les penser dans un ensemble plus large et ne pas simplement se centrer sur un produit AFEST qui serait à vendre, parce qu'il me semble que économiquement, je ne suis pas bien sûre que ça tienne longtemps le cap. Puis il y a le troisième élément sur lequel moi je suis assez attachée, en étant enseignante à l'université, des fois je suis toujours à l'université, et je me dis, mais au fond, si on ramenait le travail du côté de l'université, autrement, on dit, nous on milite ici pour dire, on va aller voir les situations de travail dans le travail, c'est sûr, mais on pourrait aussi faire le chemin inverse et se dire, mais au fond, dans quelle mesure un certain nombre de situations de travail ne pourraient pas être ramenées à l'université pour être travaillées avant de repartir. C'est-à-dire que là aussi, on n'est pas obligé, nous, brusquement, de cliver en disant ce qui se fait à l'université, ce qui se fait dans le travail. Je pense qu'il y a une circulation possible
entre ce qui se fait au travail et ce qui se fait à l'université, et qu'on pourrait travailler, que les universités pourraient travailler à faire des offres qui intègrent le travail dans leurs offres actuelles, comme elles peuvent travailler à aider les entreprises à identifier des situations de travail qui sont potentiellement apprenantes. Le dernier point sur lequel moi je voudrais peut-être un peu insister, c'est qu'aujourd'hui les AFEST, je pense par le mode d'accompagnement de l'action publique brusquement, sont brusquement sur le devant de la scène. Il faut quand même les remettre à leur juste niveau. Il n'y a pas énormément de personnes qui ont été formées aujourd'hui aux AFEST. Il faut quand même dire, il y a eu l'expérimentation, elle était importante, elle nous a tenus, elle nous a prises. Mais enfin, si on regarde le nombre de personnes formées, il faut aussi être raisonnable et de se dire, il n'y a pas, voilà. Donc ça, c'est un premier point de relativisation à voir. En revanche, elle me semble être un formidable levier pour repenser les pédagogies et les manières d'apprendre en nous appuyant peut-être davantage sur les formes d'organisation du travail, les formes qui existent, mais les formes qui émergent, parce que beaucoup de travail ne relève pas seulement du travail salarié. Il y a beaucoup de gens qui ont des formes de travail extrêmement diverses, sur lesquelles on serait aussi bien amené et bienvenu de penser comment accompagner ces nouveaux parcours pour des professionnels qui n'ont pas forcément le même cadre juridique du salarié et qui ne l'auront peut-être plus demain. Merci beaucoup, Madame Humann. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir suite à cette présentation? N'hésitez pas à lever la main, on vous apportera le micro. Bonjour, merci de votre intervention. Ce que ça m'évoquait, c'est que la façon dont vous questionnez l'environnement professionnel, dont vous questionnez, vous proposez d'analyser aussi le travail, nous renvoie à tout le travail qui a été fait dans les universités autour de la VAE. Et je voulais aussi souligner que finalement, un certain nombre, dans les jurys VAE, on a souvent... quand on ne valide pas totalement un diplôme, on s'attache aussi à proposer une validation par une situation de travail. Et donc ce que me renvoie votre intervention, c'est qu'il faut vraiment qu'on s'attache justement à ce que vous évoquez sur la question de l'hybridation des modalités, sur l'ingénierie de parcours. Et je pense que si on développait davantage les relations sur ce qui sort des jurys VAE et de l'expérience des enseignants qui participent au jury VAE ou des professionnels qui participent au jury VAE, on aurait déjà un certain nombre d'éléments pour traiter cette question de la FEST. Oui, non, mais je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire que la VAE est un regard sur le travail et qu'est-ce que le travail permet d'apprendre. Donc ça renvoie tout à fait à ça, je suis d'accord avec vous. On a souvent, enfin on pourrait dire que beaucoup de prescriptions sont d'aller suivre l'UE machin ou de réécrire un rapport, etc. Par contre, quand on regarde ce qui manque et qu'on propose au candidat en lui disant mais finalement dans votre environnement professionnel c'est cette compétence qui vous manque, comment est-ce que vous pourriez professionnellement l'acquérir sans repasser par la case formation? Et comment vous pourriez revenir nous en rendre compte de cette acquisition en situation de travail? Et là, on est dans la question de la FEST.
Voilà. Et donc, il me semble vraiment que c'est cette ingénierie-là et cette ingénierie de parcours où on va aller du côté de la VAE, du côté de suivi de formation et du côté de formation en situation de travail, même si la VAE, finalement, elle prend acte de la formation en situation de travail, mais il y a des moments aussi où elle la prescrit. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut vraiment avancer. Et puis vous avez aussi complètement raison, que ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'on continue tous les efforts entrepris pour éviter de faire de l'enseignement tubulaire. Voilà, et avancer dans que l'approche par compétences ou le travail autour des blocs ne soit pas qu'une réécriture des référentiels, mais que ce soit réellement un changement de pratique. Bonjour, c'était juste une remarque. Je trouve intéressant que vous remettiez du collectif dans la notion de compétence, parce que je pense effectivement que l'entreprise elle a cette responsabilité-là. Et c'est vrai qu'on a beaucoup associé la notion de compétence à l'individu, qui est quand même seul, et qui porte la responsabilité parfois de son inadaptation par rapport à une situation de travail. Et donc voilà, moi bravo et merci de l'avoir fait. Un éclaircissement demandé. Je crois qu'on voit assez bien ce que c'est que la FEST pour... on a parlé d'ailleurs de plateforme technologique, faire fonctionner une machine. Donc on est dans de l'industrie sur des plateformes techniques. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Je pense que ça nous éclairerait à la FEST, mais sur du transversal, de la gestion, du management, ce genre de choses. Ou est-ce que ça n'existe pas? De mémoire, j'étais en train de réfléchir sur les expérimentations. De mémoire, non sur le management. Mais comment? Oui, alors c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'en a pas eu sur le management en tant que tel, sur la gestion. Par contre, on en a eu, j'en ai suivi une particulièrement sur la question amener des animaux nouveaux dans un zoo, que ça a modifié dans toute l'organisation ou du management du zoo. C'est-à-dire apprendre à s'occuper d'un nouvel animal qui arrive, le serpent, pas très facile. Ça a quand même transformé, en tout cas ça a mobilisé, y compris les compétences du directeur d'un zoo qui se prépare à accueillir quelqu'un, transforme les relations avec les vétérinaires. Enfin voilà, il y a eu tout un système comme ça qui a essaimé. Mais par rapport à votre demande, est-ce qu'on a eu des expérimentations sur de la gestion? Non, je n'ai pas le sentiment. Non, on a eu des vendeurs, on a eu des tas de choses, on n'a pas eu de gestion. Voilà. Mais justement, ça serait bien, quand je dis on n'en a pas fait, enfin je veux dire, on n'est pas au bout de nos peines d'une expérimentation, et c'est pas parce qu'on en a fait un certain nombre que c'est fini. Je pense qu'il y a vraiment à poursuivre des expérimentations et à voir d'autres formes pour peut-être aller un peu plus loin dans les questions qui restent posées. D'autres questions? On va passer la parole à Madame Claire Daniel, donc, qui est dirigeante de l'agence CD Consulting, qui fait de l'executive coaching. Bonjour à tous. Alors, compte tenu de mon parcours, vous avez compris que je représente beaucoup moins l'université que l'entreprise, puisqu'en fait tout mon parcours s'est fait en tant que dirigeant d'entreprise et particulièrement de DRH, avec une
sur l'accompagnement individuel et collectif. Alors, justement, ce qui me paraît important dans le dire, c'est, moi je trouve que c'est une fabuleuse opportunité pour l'entreprise et pour l'université dans un nouveau parcours de plus en plus étroit de collaboration, d'échange, et du coup je trouve que c'est vraiment l'occasion d'une richesse partagée et qu'aujourd'hui je trouve qu'on ne partage pas suffisamment, aussi bien d'un côté que de l'autre. Tout le monde est fautif dans l'affaire. Donc voilà, pour moi c'est déjà, alors c'est un petit pied à l'étrier, mais je trouve que c'est une chance que quelque part, pour une fois, la législation soit ouverte. Alors Dieu sait qu'on souffre le martyre depuis des dizaines d'années d'une législation fermée qui contraint, alors que là, c'est l'ouverture à toutes les expérimentations. Et voilà, je trouve que ça déjà, en soi, ça mérite tous les bouquets de fleurs, et bravo pour ceux qui ont mené ça, parce que vraiment, c'est une grande chance. À nous, de chaque côté, de savoir la saisir. Donc voilà, je trouve que ça mérite d'être noté, parce que ce qui est important, et de mon point de vue, pour être aussi enseignante à l'université, et en tant que professionnelle, je trouve que ce dont on manque terriblement, c'est de transversalité. C'est-à-dire que moi, je constate, ça fait bien 25 ans, pour ne pas dire plus, la couleur de mes cheveux, donc ça fait peut-être bien plus que ça, j'ose pas le dire, que je donne des cours. Et je pense que dans tout ce parcours, j'ai dû rencontrer 2 profs d'université avec qui nous avons discuté du contenu de nos formations. Je trouve que quand même, alors je ne suis sans doute pas très ouverte, ça doit être le cas, sans doute, on n'est pas venu me voir. J'ai pourtant sollicité beaucoup, mais ça ne s'est jamais fait. Et je trouve que c'est dramatique, parce qu'on aurait terriblement à apprendre les uns des autres. Et quelque part, eh bien, ce nouveau dispositif, si seulement il nous conduisait vers cette voie-là, ça serait magnifique. Voilà. Donc déjà, moi je dirais que transversalité, ça serait un bénéfice fabuleux. Mais c'est une transversalité vis-à-vis de, bien sûr vis-à-vis de la formation, mais vis-à-vis de la recherche. Et je pense aussi que ça faciliterait grandement la compréhension par l'entreprise de quel serait le bénéfice pour elle. Bon, je me place un peu du côté du salarié et j'ai vu, parce que la pratique, en étant responsable de formation pour un certain nombre d'années, quand on parlait aux salariés d'aller à l'université, il était complètement effrayé. Hein. Bon, alors, il n'y a pas toujours eu des parcours très riches avant, donc il avait un peu peur, mais surtout, il avait l'impression qu'il n'apprendrait rien de pratique qui lui servirait dans son quotidien. Alors, bien évidemment, c'est faux, mais n'empêche que cette image est là. Avec le temps, elle s'est améliorée, heureusement, mais en tout cas, tout ce qui va permettre de développer, là aussi, la transversalité à tous les niveaux, la formation continue a pris sa place, les salariés sont habitués à aller vers des organismes de formation qu'ils considèrent comme concrets. L'université, aujourd'hui, elle est souvent vécue comme tellement théorique, tellement loin de mon quotidien. Donc, voilà, je ne suis pas sûre que ça va m'apporter quelque chose. Donc, voilà, je trouve que tout ce qui va permettre de développer et finalement cet apport mutuel que l'entreprise, dont l'entreprise bénéficiera, ses salariés a fortiori, et bien évidemment l'université, je pense que c'est... Voilà. Donc, je trouve que, voilà, on est devant une chance, une fabuleuse porte qui s'ouvre pour nous, et je trouve que c'est vraiment une grande richesse. Alors, je pense que ce qui est important dans tout ce dispositif aussi, c'est en fait la qualité du questionnement. Et je dirais, les gens de recherche que vous êtes pour la plupart d'entre vous, questionnement, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Vous connaissez bien ça au sens de votre recherche. Et je dirais tout ce que vous pourrez, les phases dans lesquelles vous pourrez utiliser cette qualité de questionnement pour aider à formaliser le projet,
sera d'une immense richesse. Parce que mine de rien, vraiment, c'est la clé du dispositif. Parce qu'en partie d'idée que cet nouvel acte de formation allait répondre à des objectifs. Donc il faut savoir questionner les objectifs, questionner les différentes parties prenantes. Et il me semble que, pour le coup, vous avez une réelle compétence dans ce domaine. En fait, votre démarche de recherche vous conduit à toujours questionner. Donc voilà, je trouve que ça, c'est une de vos forces majeures. Donc ça serait une belle occasion de la mettre en avant. Et justement, à faciliter cet aspect auprès de l'entreprise, qui, elle, fonctionne assez bien sur des certitudes, et donc pas toujours prête à entendre le questionnement du pourquoi, qu'est-ce que vous voulez obtenir, à quoi ça va servir, comment on pourrait transformer. L'entreprise est tout aussi perdue quand on lui demande de quelles compétences le salarié aura besoin dans 5 ans. Alors aujourd'hui, on dit 5 ans. Avant, on disait 10 ans. Moi, j'ai commencé, on me disait qu'est-ce qu'il fera dans 20 ans. Aujourd'hui, on essaie de se dire qu'est-ce qu'il fera à la fin de l'année. Donc, on a vraiment changé de constante de temps. Mais toute cette approche qui va faciliter le raisonnement, vous avez dit comprendre, on est assez bon dans l'entreprise sur le savoir-faire, comment faire, ça on sait à peu près. Mais alors comprendre, décortiquer et expliquer quels sont les tenants et les aboutissants qui permettront de faire demain, là franchement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont experts en la matière. Et je pense que cette collaboration que nous pourrions tous avoir nous aiderait à développer vraiment les compétences de part et d'autre. Je pense que c'est aujourd'hui un peu ce qui manque. Donc la porte est ouverte pour nous, donc c'est magnifique. On a un superbe avenir et je pense que plus on développera cela, meilleur ce sera. Et ce n'est pas uniquement une question de marketing. C'est vraiment aller vers l'autre. C'est aussi vrai pour l'entreprise que vrai pour l'université. On n'a pas besoin de lancer des milliers de flyers pour faire ça. Prenez une entreprise, travaillez avec elle, et puis ça viendra tout de suite. Le bouche à oreille, ça marche beaucoup mieux que le marketing, en cette matière en tout cas. Donc voilà, je trouve qu'on a de magnifiques opportunités pour nous. Donc je vous souhaite vraiment beaucoup de bonne chance. Merci beaucoup, Madame Devielle. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir en complément de tout ce qui vient d'être dit? Madame? Bonjour, Université Paris-Créteil. J'ai une question sur l'expérimentation à FES du point de vue de l'entreprise. Est-ce que dans les retours que vous avez eus, les entreprises sont contentes d'un dispositif comme celui-là? Est-ce qu'elles ont trouvé que c'était contraignant ou pas? Est-ce qu'elles en redemandent? Quel est le retour de l'entreprise par rapport à l'organisation que ça implique pour elles? Alors, le retour, oui. D'une façon générale, les entreprises sont contentes parce que ça partait d'un problème qu'elles n'arrivaient pas bien à résoudre, premièrement. Enfin, on a identifié avec elles des problèmes, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti comme ça à FEST, on a voulu identifier des problèmes qui relevaient de la formation, premièrement. Deuxièmement, quand on a effectivement contribué à les résoudre, ça les a aidés. Mais ce qu'on a pu vraiment voir, c'est que les salariés, et ça c'est un point qui nous a beaucoup marqué, c'est que les salariés qui pourtant étaient parfois un peu rebelles en distant, etc., avec la formation, se sont retrouvés, remobilisés pour un parcours. Donc là, c'était intéressant. Donc de ce côté-là, c'est vrai. Mais on était dans une expérimentation, c'est-à-dire que le temps que l'on passait avec eux n'était pas compté. Enfin voilà, ce que je veux dire, on y est allé dans un mode de vraiment comprendre ce qu'on pouvait faire autour du travail et de la formation.
Maintenant, si on essaye de développer ça avec les enjeux, les contraintes économiques, il faut reprendre les choses un peu plus, reprendre les étape par étape et voir ce qu'on peut faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, hein, je pense qu'on peut faire encore, mais voilà, il ne faut pas partir avec un modèle, la FEST est la solution. Je pense qu'on peut vraiment dire que, effectivement, si on s'arrêtait au modèle économique, je pense que l'expérimentation s'arrêterait assez vite. Par contre, si on travaille effectivement sur cette hybridation dont vous avez parlé, c'est-à-dire vraiment d'un développement de l'ensemble des dispositifs, alors évidemment c'est d'autant plus lourd, mais localement, si on arrive à travailler avec ce dispositif multifacette, le poids économique ou la difficulté économique se percevra beaucoup moins. Donc c'est vraiment, me semble-t-il, quelque chose qu'il faut absolument développer. Bonjour, Philippe Piassuto, ex-Marseille Université. Je suis là. Donc, je voulais dire que c'est comme dans Molière, la FEST, on en fait depuis, sauf qu'on ne savait pas que ça s'appelait la FEST. Moi, je suis responsable d'une licence professionnelle management des organisations laïcité. Toute la promotion est sollicitée par beaucoup de branches. En particulier, j'avais monté cette licence pro un peu avec des collègues du BTP, mais aussi côté sportif, hein, parce qu'on a des problèmes de ce type. Dans 10 jours, je vais faire une intervention à Nice, justement, sur la laïcité cognitive management. Alors, il faut voir que la plus-value de l'université ici, ce sont les recherches universitaires qu'on a faites sur ce sujet-là. C'est-à-dire que les jeunes qu'on envoie en entreprise, alors justement, ils ont cette petite base théorique qui leur permet de mieux travailler. Hein, donc je crois que ce lien avec la recherche, c'est la vraie plus-value de l'université. Après, bon, j'ai un peu moins de cheveux blancs, mais j'en ai quand même. C'est vrai que je regrette que la FEST ait pris la place de la PEST, de la promotion sociale du travail, qui aujourd'hui est totalement ignorée en France. Et c'est un peu dommage d'ailleurs, parce que la mobilité, elle est quand même très très en panne. C'est vrai que la nouvelle loi, elle n'est pas faite pour l'individu. C'est-à-dire c'est pas lui qui construit, parce qu'à la fin de la formation, il faut qu'il ait un poste. Et les entreprises, des postes, elles n'en ont pas tant que ça, pour permettre justement cette promotion. Voilà. En tout cas, merci pour vos interventions, parce que c'est très, très édifiant pour nous. En gros, nous, universitaires, on a quelques a priori, mais les entreprises aussi. Juste, je voulais réagir. Le fait qu'on... Enfin, la FEST, c'est une forme pédagogique qui ne dit rien sur la finalité. La finalité, ça peut être la promotion, ça peut être l'accès à une certification, ça ne dit rien de cela. Donc je pense que ce n'est pas comparable. Ça peut viser, et dans l'expérimentation, il y a eu des changements de métier, il y a eu des changements l'accès à la certification, y compris ça a permis de réinterroger le référentiel de certification, parce qu'on s'apercevait qu'entre la vie réelle, voilà. Mais ça ne dit rien de cela. Après, sur la promotion, il y a un levier dans la loi, qui n'était pas dans la première version, mais qu'on va obtenir, qui est la PROA, dont on va voir comment les entreprises s'en emparent. L'enjeu, c'est de ne pas refaire ce qui a été trop fait sur la période de professionnalisation, c'est l'utiliser pour d'autres raisons que ce pourquoi elle était faite. Et vraiment, c'est normalement un outil de reconversion professionnelle et ou de promotion au sein de l'entreprise par un dispositif pédagogique qui est en alternance. Donc il y a des leviers pour ça. Après, la question que vous posez, juste pour le moment, c'est comment les acteurs s'en emparent. Mais il y a quelques leviers et quelques financements associés.
Donc j'ai une question qui nous a été posée via WhatsApp, qui s'adresse à M. Debrune. Donc vous avez annoncé que France Compétences va capitaliser sur les expérimentations locales en AFEST. Qu'en est-il exactement de la valorisation de ces expérimentations locales? J'ai dû très très mal m'exprimer, parce que malheureusement France Compétences n'a rien décidé de tout cela, même si on est quelques administrateurs à penser que ça serait une bonne chose. Mais pour le moment, alors, au corps défendant de cette jeune institution qu'est France Compétences, c'est qu'elle existe que depuis le 1er janvier et qu'elle a dû, vous l'avez suivi, travailler sur la question des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, ce qui n'était pas une mince affaire, et le lancement du cahier des charges sur le conseiller en évolution professionnelle. Donc il y a eu des gros livrables à sortir immédiatement. On a la semaine prochaine un séminaire hors cadre pour essayer de réfléchir à ce que serait France Compétences dans 2 ou 3 ans. Donc c'est là où le débat va. Mais clairement, il y a des confrontations de points de vue entre ceux qui pensent que France Compétences doit simplement regarder ce qu'elle finance et d'autres, plutôt partis, qui pensent que ça doit porter stratégiquement la réforme sur un certain aspect. Je vous prends un exemple, et ça a été indiqué tout à l'heure. Entre les moins de 50 et les plus de 50, ce qu'on sait, c'est que les entreprises les plus formatrices sont les entreprises de 250 à 500 salariés. Ce sont les entreprises les plus formatrices. On a les moins de 20, qui sont les 2 seuils quand on observe. Donc il y a les 20, 250. Alors les 20, 50, il y a des financements, mais on a un saut, objectivement, on a un saut dans le vide, sans plus aucun financement mutualisé pour les 50, 250. Il y a 300, mais disons pour La question, alors je préside la commission d'évaluation, la question c'est, on évalue uniquement ce qui se passe dans les moins de 50 qu'on finance, ou on évalue l'ensemble pour regarder ce que l'ensemble de la réforme produit. Et ça, c'est un vrai débat, où c'est pas tranché, mais on tenace. On devrait arriver à... Mais tout ça n'est pas tranché. Donc sur la capitalisation, il n'y a pas de lieu de capitalisation aujourd'hui, et c'est une vraie difficulté. Les OPCO vont faire leur boulot, évidemment. Donc ça, c'est pas la question, mais de se dire, une réforme, ça se décrète pas. Donc il ne suffit pas qu'il y ait un décret qui dise ce que c'est que la FEST pour qu'il y ait de la FEST. Surtout que ce décret, comme on l'a indiqué, est assez lâche au bon sens du terme, laisse des espaces d'intervention. Donc il va falloir capitaliser tout ça et donner du sens, faire de la doctrine au bon sens du terme, c'est-à-dire donner des repères et des retours d'expérimentation qui permettent à chacun de s'engager. Et là-dessus, il faut bien un lieu où ça se fasse. Alors oui, ça sera peut-être la DGEFP qui prendra le lead là-dessus, ça sera peut-être, on n'en sait rien. Nous, on pense que c'est une logique quadripartite et que la France Compétences serait le bon lieu, mais voilà, ce n'est que ma position d'administrateur CFDT de France Compétences, ce n'est pas la position d'institution. Merci. Monsieur Giuliani? Oui, peut-être simplement un petit mot je ne sais pas si c'est en guise de conclusion, mais je pense qu'après on va être pris par le déjeuner. Simplement, d'abord vous remercier, et puis effectivement revenir peut-être... En tout cas, moi j'ai appris plein de choses, donc merci. Et puis peut-être de changement, ou de glissement, en tout cas d'interprétation autour de cette notion de la FEST. Reprenant la définition, on est bien dans la logique d'un parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel. Et c'est vrai, et ça a été rappelé par chacun d'entre vous, ne nous fourvoyons pas par rapport à l'approche de la FEST, n'en faisons pas un objet à part entière. Mais au-delà de cela, soyons bien dans la logique effectivement de cet outil, de cette modalité pédagogique à inclure et effectivement à articuler avec d'autres briques, d'autres modalités à disposition. On a évoqué tout à l'heure la question de la validation des acquis. Peut-être avons-nous eu le travers de faire de la validation des acquis un objet en soi et non pas un objet constitutif, élément constitutif d'un parcours de certification. Il serait dommageable, peut-être une erreur à ne pas recommettre, que de faire de la FEST un objet en soi, mais bien de le penser immédiatement. Et donc du coup, à mon sens, et je pense qu'il est indispensable que l'université s'empare de cette question de la FEST, que nous soyons aussi assez novateurs. Vous évoquiez tout à l'heure la question des méthodologies à inventer autour de ces questions de la FEST. Nous soyons aussi des laboratoires d'expérimentation, mais sur ces ingénieries de parcours incluant la FEST et la façon dont finalement on va pouvoir s'inspirer de l'expérience acquise, effectivement à travers l'apprentissage, à travers l'alternance, pour disséminer et essaimer sur l'ensemble de nos pratiques. Et puis effectivement, et ce sera mon dernier mot, sur la question de la démystification aussi du rapport à l'université, à un moment où on parle de plus en plus
et ça a été évoqué assez largement hier, de l'évolution du rapport à l'information des individus. Ce peut être aussi un moyen de donner une autre image de l'université, de la façon dont l'université collabore avec finalement l'entreprise sur ces questions du rapport au travail, et peut-être de donner davantage envie de se tourner vers l'université. Un grand merci. Voilà, un grand merci à nos intervenants. Voilà, je crois que l'on peut dire maintenant que la feste est finie. Et il fallait la faire. On va se retrouver tout à l'heure pour la présentation très attendue de l'application Mon Compte Formation. Donc je vous rappelle que c'est à 13h45. L'horaire a été un tout petit peu avancé. Donc soyez là à 13h45 pour assister à cette brillante présentation. Merci.